Bonjour à tous. Moi, je suis très content d'être là parce qu'effectivement, j'ai été à votre place pendant très très longtemps et le Stijug, ça m'a permis de découvrir plein de choses. Et donc, merci encore au Stijug de nous accueillir. Alors, quand je dis nous, c'est que je suis pas tout seul. Il y a deux personnes là qui sont d'AWS. Si vous avez des questions sur AWS après, vous pouvez aller les interroger. Ils sont au moins aussi sachants que moi. Donc aujourd'hui, on va parler de Java. On est au Stijug, donc ça tombe bien. Je me suis pas trompé de salle. Et on va parler d'AWS, Amazon Web Services. Amazon Web Services, c'est le cloud, c'est les serveurs. Sauf qu'aujourd'hui, on va se dire, les serveurs, moi, j'ai pas envie de m'en occuper. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Damien Metzler. Je suis Solutions Architect chez AWS à Lille. Je suis du coin. Et donc, vous avez des régionaux de l'étape. Si vous avez besoin de nous contacter, on est là et on se déplace en local. Il n'y a pas de souci. On est présent. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je vais me présenter un tout petit peu pour expliquer d'où je viens. Moi, quand j'ai commencé Java, c'était en 2001. C'était à l'école. C'était au moment où, pour faire un EJB, pour faire une classe métier, il fallait faire 14 classes pour un objet métier. Je me suis dit, jamais je ferai de Java de ma vie. Et puis, les années ont passé. En 2005, je rentre chez Leroy Merlin pour faire de l'infrastructure. J'ai fait des migrations de serveurs de Windows NT vers Windows 2000, de SCO vers Linux, etc., etc. Et puis, comme je développais, j'ai développé des trucs en PHP à l'époque, puis un petit peu en Java. Donc déjà, Java, jamais, pas trop. En 2005, c'était Java 5, Java 6. C'était déjà moins de 14 classes pour faire un EJB. Et puis j'ai contribué à une solution documentaire qui s'appelle Nuxeo. Et ce qui devait arriver arriva. Quelques années après, ils m'ont recruté. Et donc là, j'ai fait beaucoup de Java. Je me suis occupé de l'API REST, je me suis occupé du serveur de test unitaire, je me suis occupé de pas mal de choses. Et puis, comme j'étais celui qui avait fait de l'infrastructure avant et que c'était bien d'aller dans le cloud, je suis retombé un petit peu dans l'infrastructure et en 2017, j'ai rejoint en fait l'équipe qui s'occupe de la solution Nuxeo Cloud, équipe qui était basée en Californie. Donc pendant 3 ans, je suis parti là-bas. En 2020, Covid, je reviens. Et puis l'année dernière, en janvier, j'ai rejoint AWS en tant que solution architecte. Donc maintenant, je fais que du cloud. Je fais plus beaucoup de Java. J'ai plus beaucoup l'occasion de coder en Java. En revanche, Java et le cloud, ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé. Et donc, je trouvais ça intéressant de le partager ce soir. Alors, on va parler un tout petit peu d'AWS quand même. On paye le buffet, donc on s'autorise à vous faire une slide comme ça. Il y a des boissons aussi, donc voilà. Donc AWS, on va déjà débunker une grosse légende urbaine. C'est pas parce qu'on a plein de serveurs pendant les Prime Day qu'on veut vous refiler après toute l'année qu'on a fait AWS. Ça, c'est une légende urbaine qu'on entend de temps en temps. C'est juste pas possible parce qu'en fait, le Prime Day, c'est tous les ans. Donc les serveurs, on en a besoin tous les ans aussi. On ne peut pas vous les reprendre. Donc AWS, c'est né comment? C'est Amazon qui, en 2004, se dit on va refaire toute notre infrastructure. Donc ils vont faire des choses qui, aujourd'hui, semblent évidentes. Ils vont faire des microservices, ils vont faire des architectures faiblement couplées, basées sur les événements, etc., etc. Et en 2006, ils se disent on a fait un truc qui est quand même plutôt pas mal et on a un service qui pourrait intéresser d'autres personnes. Et il y a 17 ans et 2 jours, ils ont sorti Amazon S3, le premier service de AWS. Donc pourquoi c'était il y a 2 jours? C'est parce que c'était le 14 mars, et en anglais c'est 3-14, c'est le P-Day. Donc Amazon S3 est sorti le P-Day 2006. C'est la naissance officielle du premier service d'AWS. Aujourd'hui, sur AWS, vous avez plus de 200 services qui couvrent du serveur, mais aussi des services de haut niveau, de l'AML, de l'IoT, tout ce que vous voulez. Ce qui va nous différencier, c'est que nous, on va chercher à répondre, à écouter nos clients. Et sur ces 200 services, il y en a 90% qui viennent de nos demandes de clients. Donc on fait que écouter nos clients, on implémente les services, et on en rajoute tous les ans. Les bénéfices du cloud, vous les connaissez peut-être. Le premier qu'on met toujours en avant, c'est une baisse des coûts. Comme vous payez que ce que vous consommez, logiquement, vous pouvez faire baisser vos coûts. Pour moi, ce n'est pas forcément le meilleur avantage du cloud. Ce qui est vraiment hyper intéressant avec le cloud, c'est l'élasticité et l'agilité.
Si aujourd'hui, vous voulez tester ce que ça veut dire de démarrer un serveur avec 24 Tera de RAM, ben vous allez sur la console, vous mettez votre carte bleue, vous faites nouveau serveur, une 24 TB, etc. Vous démarrez et vous pouvez regarder ce que ça fait. Vous pouvez l'arrêter vite parce que ça coûte quand même un petit peu cher, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous, avec votre carte bleue. Vous qui démarrez votre startup, vous qui voulez juste tester un truc. Et ça, c'est l'agilité. C'est ce que Bonduel, un de nos clients du coin, appelle le coût de l'erreur. Le coût de l'erreur, il n'est pas très gros. Je n'ai pas besoin d'investir dans des serveurs pour tester une idée. On est ouvert et flexible. Si vous regardez les solutions qu'on présente, par exemple sur les bases de données, on va utiliser du PostgreSQL, on va utiliser du MySQL. Sur les AIML, on va utiliser des frameworks ouverts comme MXNet, PyTorch, etc. Le but du jeu, c'est que vous soyez libre. Libre de partir, si vous en avez envie. Nous, on n'a pas de contrat, on n'a que des clauses générales d'utilisation. C'est-à-dire, si vous voulez partir, vous partez. Il n'y a pas de souci. On veut retenir nos clients par la valeur et pas par des licences ou des contrats comme ça sur des années. Le quatrième élément, c'est le cloud sécurisé. La sécurité, c'est la priorité numéro 1 chez AWS, et on va tout faire pour que vos données elles soient sécurisées et qu'elles restent votre propriété. C'est vous qui décidez où est-ce que vous mettez vos données et ce que vous en faites. Nous, vos données, on n'y a pas accès. On n'a pas accès aux données de nos clients. Il n'y a pas moyen d'avoir accès aux données de nos clients. On a des boîtiers qui nous l'interdisent. Et enfin, si vous avez une application qui tourne sur Paris, la faire tourner à New York, à Los Angeles, au Japon, en Australie, c'est tout à fait possible. On est présent sur plus de 30 régions, avec un backbone réseau qui est hyper puissant, fiable, redondé, etc. Donc ça vous permet de courir toute la planète si vous voulez. Donc moi, avec ma petite carte bleue sur ma console, je peux imaginer lancer la grosse boîte de demain. J'en ai fini avec AWS. Non, j'en ai pas tout à fait fini, parce qu'en fait, on va globalement parler d'AWS pendant toute la séance. Alors j'ai quand même mis une petite slide sur Java, parce qu'aujourd'hui, Java, on est au ch'ti jug, je suis plutôt en terrain conquis normalement. Qui a une application qui tourne sur Java aujourd'hui? Il y a des gens qui lèvent pas la main quand même. Donc il y a des gens qu'il faut convaincre. Super. Alors pourquoi choisir Java aujourd'hui? Java, ça reste le 4e langage utilisé au monde, d'après l'index TIOB de décembre 2022. Devant JavaScript, quand même, derrière Python, et derrière le C. Donc, ce qui est génial en Java, c'est qu'il y a un vaste écosystème qui a plus de 20 ans. Comme j'ai dit, moi j'ai commencé Java, ça devait être en 95, c'est ça, le début de Java à peu près. Et globalement, quand vous êtes sur la plateforme Java, vous bénéficiez en fait de toute cette expérience. Java, c'est performant. Si vous prenez des solutions comme OpenSearch, Kafka, Hadoop, ça fait passer du monde, ça fait passer de la donnée, ça traite de la donnée et c'est performant. Je ne suis pas sûr que les gens qui ont fait Kafka, si on leur demande de faire du Kafka en Python, ils vont faire une super bonne tête. Et c'est durable. L'empreinte, on va dire écologique de Java par rapport au C, c'est 2 à 3 fois plus, ça consomme 2 à 3 fois plus d'énergie que le C. Comparé à du Python ou du JavaScript, on est plutôt dans l'ordre de 50, 70, des choses comme ça. Et donc c'est un langage où AWS continue d'investir, on le verra après. Chez AWS, il y a énormément de services qui tournent en Java. C'est un langage qu'on utilise beaucoup. On a d'ailleurs notre propre JVM. Petite question, est-ce qu'il y a des gens qui ont une application qui tourne encore en Java 8? Ouais. Vous n'êtes pas les seuls. Et Java 8, aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de JVM qui sont supportés. Donc Amazon a fait sa propre JVM, qui s'appelle Corretto, qui est en version 8 et qui est supportée jusqu'en mai 2026 au moins. Juste un petit aparté comme ça. Donc voilà, on a plein de raisons de choisir Java. Et d'ailleurs, on est au ch'ti jug, il y a plein de monde et on est content. Alors aujourd'hui, moi je suis AWS et l'idée c'est de vous expliquer comment faire tourner votre application Java sur le cloud d'AWS. Globalement, on a 3 familles pour faire tourner une application sur AWS. EC2 comme Elastic Compute Cloud, ça c'est du serveur virtuel. Vous dites une machine, je veux 4 vCPU, 8 Go de RAM, je lui mets du disque, tu me mets un OS dessus, et puis après je me débrouille.
Après, on a la partie container. Donc Docker, etc. Nous, on a notre propre orchestrateur qui s'appelle ECS. Vous pouvez aussi utiliser EKS, qui est du Kubernetes Manager. Et ça en deux modules. Un dans lequel vous allez gérer les nœuds qui vont faire tourner vos conteneurs. Et puis une version qui s'appelle Fargate, qu'on appelle serverless. C'est-à-dire que vous ne gérez plus les serveurs qui font votre cluster. La troisième façon de faire tourner du code, c'est AWS Lambda. Là, c'est de l'exécution de code sans serveur, c'est-à-dire que vous nous donnez du code, c'est-à-dire un point classe Java, et on le fait tourner pour vous. En fait, on va répondre à des événements, puis on va générer des événements. Donc, EC2, c'est bien, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Java. Pourquoi EC2 c'est bien, globalement, c'est moins contraint. Vous faites ce que vous voulez dans votre serveur. Si vous voulez écouter sur le port 80, 88, parce que j'ai juste envie, il n'y a pas de souci, on vous laisse faire. Par contre, ça vous donne beaucoup de responsabilités. Il faut choisir l'OS, il faut patcher l'OS, il faut gérer tout ce qui est scalabilité, tout ce qui est sécurité, etc., etc. Si on monte dans les couches, et qu'on regarde du côté d'AWS Lambda, vous ne gérez uniquement que le code applicatif. Donc c'est votre code qu'on va faire tourner. Et si on réfléchit un petit peu, aujourd'hui, la valeur d'une entreprise, le code que vous écrivez, c'est là où il y a la valeur de ce que vous faites. C'est là où est votre métier. C'est là où vous créez de la valeur. Vous ne créez pas de la valeur en gérant l'autoscaling de votre infrastructure. Donc l'idée, plus on monte dans les couches, plus vous êtes guidé, forcément plus vous êtes contraint aussi, mais plus vous vous focalisez en fait sur la valeur métier que vous créez. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans AWS Lambda, vous ne gérez que votre code applicatif. Alors ce soir, moi je vous propose de s'intéresser à AWS Lambda. Donc comment on fait tourner du code dans AWS Lambda? Alors si vous allez regarder dans les docs d'AWS Lambda, la plupart du temps, en fait, vous allez trouver des docs en JavaScript, en Python, de temps en temps en Go, très rarement en Java. Et donc l'idée, c'est de se dire, alors c'est une idée que j'ai eue avant de rejoindre AWS, quand j'étais chez Nuxeo. Je voulais faire des services, un control plane de l'offre de cloud. Et mon CTO me dit, ouais, mais c'est tout du JavaScript, moi j'ai pas de développeur en JavaScript. Enfin j'en ai, mais ils vont pas vouloir... Donc il faut que ce soit en Java. Donc j'ai regardé à l'époque si on pouvait faire des lambda en Java, faire du serverless en Java, et donc je me suis intéressé à faire tourner des lambda en Java. Donc regardons un petit peu ce que ça veut dire AWS Lambda. On a un modèle de programmation où, ce que je vous ai dit, on va faire tourner une méthode. Donc on va générer un événement qu'on va passer à la méthode, et la méthode va traiter cet événement et nous retourner quelque chose. Pour faire ça, on va démarrer un micro-conteneur avec une solution qui s'appelle Firecracker chez nous. C'est du micro-conteneur qui démarre très vite. On va démarrer un runtime Java. Et puis, on va lancer en fait votre méthode. Pour une instance de lambda, je vais pouvoir traiter qu'un seul événement à la fois. Donc si j'ai deux événements qui arrivent en même temps, nous, ce qu'on fait, on lance deux micro-conteneurs et puis on scale comme ça. J'ai mon écran qui bouge devant, c'est super déstabilisant. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on gère la scalabilité. S'il y a 30 utilisateurs qui arrivent en même temps, il faut qu'on scale en même temps. Donc la scalabilité, on la gère pour vous. C'est-à-dire qu'on va scaler de 0 à 1, 2, 3, 4, 50, 100, 1000. 1000, c'est la limite de base. C'est la limite à laquelle, si vous ne demandez pas plus, on va vous dire 1000, c'est bon, calme-toi. Sinon, tu vas exploser tes coûts. C'est une limite soft, ça veut dire qu'on peut l'augmenter. Et donc, on peut passer à 10 000, 50 000, 100 000. Donc, vous imaginez le trafic que vous savez gérer avec ça en termes d'événements. Donc, ça scale tout seul. Vous n'avez rien à faire.
Ensuite, on va vous fournir de l'intégration. L'intégration, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai des événements qui vont se passer dans mon écosystème. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a uploadé un objet dans Amazon S3. Ça va générer un événement et je vais passer cet événement à ma lambda. Cet événement, je le traite, j'en fais ce que je veux. Je sais pas, je peux prendre l'image, la retailler, la mettre autre part, etc. Puis envoyer un OK. Ma lambda, derrière, elle va aussi pouvoir appeler d'autres services, par exemple, ajouter une ligne dans une base de données, faire tout ce que vous voulez. Voilà un petit peu le modèle de Lambda. Et donc Lambda s'intègre vraiment dans tout l'écosystème d'AWS. C'est-à-dire que vous avez un nombre de producteurs d'événements qui est assez impressionnant. Comme je vous ai dit, la sécurité, c'est la priorité numéro 1 chez AWS. Lambda ne fait pas exception. Et donc vous allez pouvoir décider qui peut exécuter votre Lambda. Quand je dis qui, ça peut être un utilisateur, ça peut être un service, ça peut être un rôle. Et puis de l'autre côté, vous allez pouvoir décider ce que la Lambda peut faire. Est-ce qu'elle peut rajouter une ligne dans ma table DynamoDB, par exemple? Donc ça, c'est géré avec un service qui s'appelle AWS IAM chez nous, qui est le service central de sécurité d'AWS. Et enfin, vous allez avoir du monitoring. Vous allez pouvoir surveiller ce que font vos lambdas. Donc vous avez des métriques pour savoir combien de lambdas sont démarrés, pour savoir le temps qu'elles mettent à s'exécuter, pour savoir plein de choses. Vous avez des logs, bien sûr, et vous avez des traces. C'est-à-dire que dans le code, vous allez pouvoir aussi tracer l'exécution de vos méthodes. Donc ce modèle de programmation, il est puissant, il vient aussi avec des contraintes. Alors les contraintes des lambda, c'est relativement simple. Votre méthode, elle doit s'exécuter en 15 minutes, maximum. Au bout de 15 minutes, si vous continuez à tourner, nous on kill. Donc ça, c'est une contrainte, qui peut être forte ou pas. Vous avez la mémoire de votre lambda qui est limitée. Vous pouvez commencer à 128 mégas, et puis finir à 10 gigas de mémoire pour votre fonction. Je rappelle bien, hein, on est sur une JVM, alors en Java, je mets 4 gigas de mémoire, et ça il sera super bien, et puis comme ça, j'aurai pas de problème. Là, on parle bien de l'exécution d'une méthode. Donc, globalement, en mémoire, on peut tailler beaucoup plus petit. La mémoire, c'est ce qui va définir le coût d'exécution. On le verra par la suite. Globalement, vous prenez la taille de la mémoire, le temps d'exécution, ça vous donne le coût d'exécution. La taille du code, donc votre jar, hein, il est limité à 50 mégas compressé. Et donc, vous avez aussi un stockage temporaire, donc le /tmp dans votre lambda, qui est limité par défaut à 512 mégaoctets, ce qui n'est pas beaucoup quand vous voulez faire par exemple du traitement d'image ou du traitement de vidéo. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 10 gigas. Donc, il y a des contraintes techniques dans lesquelles il faut se mettre. Et puis, il y a des contraintes de coût. On vous facture à la milliseconde d'exécution de votre requête. On vous facture aussi à la requête. Mais 1 million de requêtes, ça coûte 20 centimes. Donc, c'est l'épaisseur du trait, quoi, en gros. Il n'y a pas de minimum de facturation et il n'y a pas de facturation au service. Si vous avez 40 000 utilisateurs, ça va coûter le même prix. Donc en gros, si ça fait jamais rien, vous payez jamais rien. C'est plutôt cool. Et pour être vraiment sûr que ça vous coûte pas cher, tous les mois, pour tous les comptes AWS, il y a ce qu'on appelle un free tier de 1 million de requêtes et de 400 000 gigabytes seconde. Donc imaginez, vous avez une lambda limitée à 1 gigabyte qui tourne pendant 1 seconde, ça vous coûte 1 gigabyte seconde. Tous les mois, on vous en donne 400 000. Donc globalement, si vous avez une petite application dans un coin qui a quelques petites requêtes, etc., il est fort possible que cette application, elle vous coûte 0 à la fin du mois. Odile, tu tombes pas en PLS, s'il te plaît. Donc voilà un petit peu les contraintes de Lambda. Alors qu'est-ce que ça donne en Java? Alors globalement, je vous ai dit que Java, c'était beaucoup utilisé chez AWS. AWS Lambda a été annoncé en avril 2015. 2 mois après, on a annoncé le support de Java. Ça utilise notre propre JVM qui s'appelle Coreto. On a des outils qui permettent par exemple d'annoter le code pour aider 2-3 trucs, qui s'appellent Power Tools. Et donc voilà à quoi ressemble un premier Hello World dans Lambda. Globalement, vous avez une méthode handle request.
Donc c'est un peu comme dans la servlette, hein, vous avez une entrée, et puis vous devez donner une réponse. Et puis on a accès au logger de la lambda, et puis on peut retourner une valeur. Donc quand vous allez appeler la lambda, globalement il y a ça qui va s'exécuter, et puis c'est tout. Alors on va faire une petite démo parce que je vous sens un petit peu sceptique. Donc on va utiliser un outil qui s'appelle SAM, comme Serverless Application Model. Donc c'est une petite CLI qui permet globalement d'aller un petit peu plus vite sur le bootstrapping. Donc on va faire un petit SAM init. Donc là je lui dis simplement, tu me prends un exemple dans AWS Samples, c'est sur GitHub. Oui, tu le redownload. On va l'appeler My Project. On fait ça en Java 11, en Maven. Boum, boum, c'est fini. Donc là, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a créé un petit répertoire My Project avec un modèle qui s'appelle template.yaml qui va définir en gros comment je déploie ma lambda. Donc ma lambda, elle est définie ici, sur ces quelques lignes-là. On va lui dire tu utilises Java 11. Tu n'auras pas 30 secondes, tu en auras 20. Tu vas utiliser 512 mégas de RAM. Tu vas activer le tracing. Et puis ça, c'est tout des variables d'environnement pour le fameux outil PowerTools. Et globalement, c'est à peu près tout. Et on va lui dire tu vas me plugger une API là-dessus. En fait, quand je fais /hello, ça appelle ma lambda et que ma lambda, en fait, elle te réponde. Le code de ma lambda, regardons où est-ce qu'il est. Ici, on dit, ben voilà, c'est dans le package Hello World App, et c'est la méthode handleRequest. Donc j'ai ma méthode qui va être là, ici, hop. J'ai mes imports, et puis voilà à quoi ressemble une lambda un petit peu plus complète que celle qu'on a vue dans le slide, parce qu'elle prend un peu plus de choses en entrée. Elle va prendre une API Gateway Proxy Request Event. Donc ça, c'est un événement qui vient d'un service qui s'appelle l'API Gateway, qui permet d'exposer des API sur le web. Il va prendre mon API, il va faire un appel à un service qui est ici, getPageContents, et puis il va me retourner du JSON, globalement. Donc ici, on va retourner une réponse avec le status code 200 et avec le body output. OK? On déploie ça? Alors pour déployer, on va déjà faire un SAM build. On est quand même en Java, donc il va falloir... il faut que j'aille dans My Project, sinon ça ne va pas. Donc on va builder, globalement c'est un build Maven, rien de plus compliqué que ça. Il va copier nos dépendances, il nous dit voilà c'est terminé, maintenant tu fais SAM deploy -guided, SAM deploy -guided, hop. Il va me demander le nom de ma stack. Donc, la stack, c'est un concept dans AWS. On utilise un service qui s'appelle CloudFormation, c'est un service d'infrastructure as code. Et donc, on va déployer une stack qui va contenir notre API Gateway et notre Lambda. On va la déployer en Irlande, par défaut. Tout ça, blum, blum. Ici, c'est pas la valeur par défaut, il faut que je fasse attention, sinon je recommence tout depuis le début. Et donc là, il se charge de tout. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'uploader en fait mon jar dans un bucket S3. Il est en train de uploader. Le Wi-Fi n'est pas top. Et puis, globalement, là, il est en train de déployer en utilisant le service CloudFormation. Donc on va avoir ce qu'on appelle un change set qui va être calculé pour savoir ce qu'il a à créer. Et puis là, il est en train de déployer. Si certains utilisent Terraform, CloudFormation, c'est la même chose. Là, on va regarder. À la fin, ce que va me donner CloudFormation, ça va être plus joli comme ça. Ouais, on voit bien. Il va me donner en fait des variables de sortie. Donc ça, c'est des variables que j'ai définies simplement dans mon template. On va lui dire, donne-moi par exemple l'adresse de ma méthode, etc. Je pense qu'il...
Donc là, il a terminé. Et donc globalement, il me dit que ici, j'ai une API qui est disponible ici. Donc on va être un petit peu curieux, on va faire un curl. Et là, on va attendre un petit peu. Je vous ai dit qu'on créait un conteneur, qu'on démarrait le runtime lambda, et puis qu'ensuite on démarrait notre fonction. Ça a pris 10 secondes. Qui est d'accord pour que ça prenne 10 secondes tout le temps? Qui est d'accord pour que ça prenne beaucoup moins de temps? Ok. Je voulais voir si tout le monde était réveillé quand même. Bon, alors on va la relancer. Ça prend beaucoup moins de temps. Ce phénomène est appelé un cold start. Globalement, ma lambda, au démarrage, eh ben, elle n'est pas démarrée, elle dort, et donc elle est cold. Donc je dois démarrer mon conteneur, initialiser ma fonction, appeler ma méthode, et ça prend du temps. La deuxième fois, quand je l'ai relancé, mon conteneur était déjà réveillé. C'est-à-dire que quand ma méthode s'exécute, nous, on ne kill pas le conteneur, on se dit ça va peut-être servir juste après. Combien de temps? J'en sais rien. Donc vous ne vous fiez pas à une durée possible. Peut-être qu'on va l'arrêter, peut-être pas. Ah, je ne l'ai pas arrêté. Bon, c'est quelques minutes normalement. Ouais. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors là, je suis séquentiel, hein. Je tape pas assez vite sur mon ordinateur pour que ça bourrine la lambda suffisamment pour que je démarre plusieurs lambdas. Même si j'ai mis une petite tempo, histoire qu'elle prenne son temps quand même. J'ai pas mis 10 secondes, sinon ça defeat le purpose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller bourriner un petit peu la lambda. Alors, j'ai mes cheat sheets ici. Hop. On va remplacer lambda URL par l'URL. Donc là, ce qu'on va lui dire, on va lui dire bourrine la lambda, un bon gros coup. Tu mets 100 utilisateurs en parallèle. Et puis, tu fais ça pendant 60 secondes. Alors là, en fonction du Wi-Fi, on verra comment ça va durer. Donc là, il est en train de saquer ma lambda. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors là, les logs sont pas très intéressants. Donc, on va aller dans la console lambda. Donc ça, c'est la console AWS. Qui n'a jamais vu la console AWS? Ok. Bon, bah, c'est la console AWS. Globalement, en haut à gauche, vous avez la liste de tous les services. Donc moi, je veux le service lambda. Alors il est là aussi, je l'ai là aussi parce qu'il est dans mes raccourcis. Et donc, on va avoir la liste de mes lambda. Alors la mienne, c'est celle qui s'appelle SAM-App. Alors on va l'appeler SAM. Là, celle-là. Et donc ma lambda, elle est là. Et donc je peux aller dans l'onglet Monitor. Et puis je vais pouvoir voir les métriques. Donc on va voir le nombre. Donc là, vous avez déjà un nombre d'invocations. C'est les 2 fois où je l'ai lancé. Là, il est en train de bourriner derrière, donc il y en a d'autres qui arrivent. Forcément, les métriques mettent un petit peu de temps à arriver. Et puis on va les regarder surtout dans les logs. Donc les logs, c'est un autre service qui s'appelle AWS CloudWatch, qui va gérer tout ce qui est métriques, tout ce qui est log, alarme, traces, etc. Et puis on va aller regarder les logs de ma lambda dans Log Insights. Et puis on va surtout utiliser une requête un petit peu particulière. Plop, plop. On va fermer cette partie-là. Et on va lui dire, ma lambda, c'est celle-là. Run query. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui se passent en bas. Là, je suis effectivement en train de bourriner ma lambda. Et les infos que j'ai juste en bas, je peux encore dézoomer ou pas? Ou ça va? Tout derrière, ça va encore? Ouais. Ça va encore? Ouais? Ok. C'est plus pratique. En fait, ici, j'ai fait ce qu'on appelle une requête CloudWatch Log Insights. Je vous passe les détails. C'est que globalement, un filtre sur les logs, et puis j'extrais certaines données. J'extrais, en fait, dans chaque ligne de log, je sais si ma lambda, c'est un cold start ou pas. Donc là, vous avez 2 lignes. 0, c'est quand il n'y a pas de cold start.
c'est quand il y a un call start. Relativement simple. Globalement, on a invoqué 415 fois une lambda, donc on a fait 415 call start, et puis on a fait 2709 invocations juste après. Et après, en gros, c'est les percentiles pour savoir combien de temps ça a duré. Donc vous voyez qu'en call start, ça dure en gros 10 secondes en P95, et on est à 90 millisecondes quand il n'y a pas de call start. Donc ça, c'est pas très cool quand même. Vous voulez faire du Java sur les lambdas? Ouais, toujours motivé? Ouais, limite. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, alors déjà, on va essayer de comprendre ce qui se passe. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire ça. Je vous ai fait un Hello World, là. Mais vous, vos applications, c'est pas du Hello World. On est bien d'accord? Vos applications, c'est plus une application type j'ai une API avec post, put, get, delete. Et puis là, on a une API pour créer des licornes. On aime bien les licornes chez Amazon. Si vous aimez les licornes, vous pouvez venir nous voir. On adore les licornes. Donc ça, c'est une application classique qu'on ferait avec de l'EC2. On a un sous-réseau privé dans lequel on va faire tourner notre EC2. On a mis un load balancer dans le sous-réseau public. On a mis une base de données sur un service qui s'appelle RDS chez nous. Donc c'est une base de données managée qui va faire tourner du Postgre. Et puis quand je crée ma licorne, je veux envoyer ça au monde. Donc je l'envoie dans un bus événementiel qui s'appelle Amazon Event Bridge. Jusque-là, assez classique. Vous m'en voulez pas, c'est très schématique. Celui qui me dit que ouais, mais il n'y a pas les zones de disponibilité, tout ça, ton load balancer, il n'y a qu'une OC2, c'est normal, c'est schématique. L'idée, c'est qu'on veut transformer notre application. Alors souvent, qui fait du Spring Boot? Qui ne fait pas de Spring Boot? Je ne fais aucun commentaire, après on va me balancer des tomates, ça va pas aller. Donc on va partir sur une application Spring Boot. J'ai bien fait de choisir Spring Boot, je crois. Pour gérer notre magasin de licorne. Et donc on va voir comment on va transformer notre application de licorne pour la faire tourner dans une lambda. Donc globalement, on va transformer notre application dans quelque chose qui va ressembler à ça. Ce qu'on a vu juste avant, c'était notre Hello World avec API Gateway, qui est notre frontal pour les API. Ce qui est bien, c'est qu'il scale tout seul, hautement disponible, sécurisé, vous pouvez faire plein de trucs dedans. Lui, il va appeler une lambda, qui va magiquement faire tourner notre appli Spring, et puis envoyer les requêtes au bon endroit. Et derrière, on va appeler la même base de données Postgre et on va publier le même événement dans EventBridge. Donc, globalement, on va faire un gros bout d'architecture, on va changer quand même pas mal de choses. Heureusement pour nous, on a un petit projet qui s'appelle Java Serverless Container, qui va nous permettre en fait, d'impacter notre application Spring pour qu'elle soit compatible avec AWS Lambda. Donc regardons un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors, on va enlever cette application-là. Ici, j'ai mon application Unicorn Store. Si je vais dans la partie logiciel, donc j'ai mon petit projet Maven. C'est une application tout à fait classique Spring Boot. Alors moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec Spring Boot, donc je vais pas... voilà. Mais en tout cas, c'est une application Spring Boot. Vous avez vu, c'est une Spring Boot application. Je ne me suis pas trompé. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre pomme. Et puis, on va rajouter une dépendance, la dépendance sur le projet Serverless Java Container. Donc ça, c'est un projet d'AWS qui va rajouter en fait toute la sauce qu'on va mettre autour de notre lambda. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va enlever Tomcat. On n'en a plus besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas écouter sur le port 8080. De toute façon, j'appelle une méthode handleRequest, c'est AWS Lambda qui s'en charge. Donc cette partie build, on va la commenter. Hop. Donc ici, en fait, on vient juste dire au Maven Shade plugin d'enlever toutes les dépendances sur Tomcat. Je vous rappelle, hein, dans Lambda, on essaye de ne pas prendre trop de place. Si on enlève Tomcat, ça fait déjà un bon petit bout en moins.
Ok, alors pareil, là aussi, j'ai un petit peu triché parce que... Voilà. On va rajouter juste une classe qui s'appelle streamLambdaHandler.java, hop, qui ressemble à ça. Donc ici, vous avez en 30 lignes de code ce qu'il suffit d'écrire pour adapter une application Spring Boot à AWS Lambda. Une application Spring Boot existante, qui ne connaît même pas AWS Lambda. Donc globalement, on va créer un handler qui, lui, va répondre correctement aux requêtes d'API Gateway, et puis il va forwarder en fait les requêtes sur les bons endpoints de mon application Spring. Donc maintenant, on va prendre mon application, je repars ici, on va aller dans mon store. On va faire un petit Maven clean install. Package, surtout. Build failure. Ah bah oui, je suis pas au bon endroit. Alors en fait, on va faire plus simple. Et les raccourcis. Je vais tricher encore plus. Comme ça va me permettre de parler. Donc là, on fait un Maven clean package et ensuite on va déployer en fait cette lambda à l'aide d'une autre méthode. Ça c'est un détail. On va utiliser quelque chose qui s'appelle CDK, comme Cloud Deployment Kit. Et en fait, on va coder notre déploiement en Java. Je vous montrerai ça juste après. Et puis, on va déployer notre méthode lambda, etc. Ça démarre, ça démarre. Alors, elle est déjà déployée, en fait. Donc, on va pouvoir commencer à la tester. On va pas faire comme ça, on va attendre qu'elle déploie quand même. Donc là, à chaque fois, CDK, en fait, derrière, il va transformer du Java. Ben, c'est ça que je vais vous montrer, en fait. Je vais vous montrer comment on déploie de l'infrastructure en Java. Donc voilà comment on déploie de l'infrastructure en Java. Ici, on va faire... alors, on va prendre un exemple un petit peu plus parlant, peut-être, s'il va bien aller sur l'infrastructure. Hop. Pour créer un VPC, donc un VPC, c'est un Virtual Private Cloud. Donc c'est votre emplacement réseau privé dans AWS. Et ben, on va utiliser cette commande-là en Java. Et puis ensuite, on va déployer, ben voilà, ici, je vais déployer une base de données Postgre, managée. Et puis à la fin, une fois que j'ai décrit comment je déploie toute mon infrastructure en code, alors ce qui est intéressant quand on le fait en code, ben, c'est que c'est statiquement vérifié, qu'il y a des choses qu'on peut faire un peu mieux que simplement avec du YAML ou du HCL, des choses comme ça, où la vérification syntaxique, elle n'est pas évidente. Alors regardons, ici c'est déployé. Et donc ici, je vais pouvoir tester mon application. Alors, quels sont vos paris? Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va durer plus de 3 secondes? Levez la main. Est-ce que ça va durer plus de 5 secondes? Plus de 10 secondes? Plus de 15 secondes? Plus de 20 secondes? Plus de 25? Ça a duré 17 secondes. Donc mon appli Spring Boot, elle a mis 17 secondes à démarrer. Je ne suis pas sûr de vous avoir convaincu que vous pouvez démarrer votre appli Spring Boot dans Lambda. Bon. Il va falloir essayer de comprendre. Alors pour comprendre les performances de Lambda, il faut comprendre comment ça s'initialise. Donc toute la durée d'initialisation, c'est la chose que je fais pendant le call start. Donc ça, c'est les choses que nous on fait. On va créer un environnement d'exécution, donc un micro-conteneur. On va télécharger le code de votre Lambda. C'est pour ça que s'il faisait moins de 50 mégas, ça nous arrangerait, ça permettrait d'être rapide. Et puis on va démarrer le runtime Lambda, qui lui va écouter les événements. Et ensuite, à la première requête, on va initialiser la fonction. Alors la fonction, dans votre code Java, on regardera tout à l'heure, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose.
Mais pour que cette fonction soit disponible, quand vous mettez un framework, eh ben, il faut monter tout le framework. Et tout ça, ça prend du temps. Et c'est ça qui prend du temps. C'est cette partie-là qui prend les 17 secondes. Une fois que c'est prêt, on peut exécuter le handler de la lambda. Okay. Donc ça prend pas mal de temps. Alors pour essayer d'optimiser tout ça, on a différentes solutions. On a ce qu'on appelle le power tuning. Je vous ai dit que ma lambda, là, on lui a donné 1 giga de RAM. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? A priori, elle s'exécute, donc c'est que c'est assez. Plus vous donnez de mémoire à une lambda, plus elle va avoir de CPU. Combien? Je ne sais pas vous dire, mais elle en aura plus. Donc plus vous avez de CPU, plus ça va vite. Et donc plus je réduis le temps d'initialisation de ma fonction. Et plus je réduis mes coûts aussi. Donc il pourrait être intéressant de regarder, à fine-tuner en fait l'empreinte mémoire de ma lambda. Même si elle n'a pas besoin de plus de 1 giga, peut-être que lui donner 2 gigas de mémoire, ça va me coûter moins cher. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est utiliser ce qui s'appelle le tiered compilation. Donc ça, c'est des options de la JVM qui vont dire la compilation, tu l'as fait par étapes, tu ne compiles pas tout d'un coup. Enfin, bon, c'est des options de compilateur. Vous allez voir, ça permet de faire pas mal de choses. Après, on peut essayer d'enlever des dépendances. Vous savez que JPA, quand ça démarre, ça scanne les classes. Et donc ça prend du temps. En plus, c'est de l'introspection, c'est du truc dynamique, ça prend beaucoup de temps. Et donc, dans Spring, les repositories, on peut utiliser des JDBC repositories, et typiquement, ça va plus vite à charger. Spring a aussi ce qu'on appelle un function handler, qui est fait pour les lambdas. Donc l'utiliser, c'est aussi un peu plus adapté, il démarre un peu moins de choses, et du coup, ça va plus vite. Après, vous pouvez utiliser des frameworks particuliers qui sont des frameworks qui sont précompilés, type Quarkus ou Micronaut, qui sont faits pour derrière aller sur GraalVM, qui est l'option ultime, vu que là on est en code natif, et du coup il n'y a rien à démarrer. Donc ce qu'on va faire avec notre appli Spring, c'est qu'on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, première chose, power tuning. Comment on fait du power tuning? Déjà, on se relogue sur sa console. Hop. Allez. Et donc, pour faire du power tuning, il y a quelqu'un qui n'est pas d'AWS qui a fait un outil qui s'appelle Power Tuning, qui se déploie dans un outil qui s'appelle Step Function chez nous, et qui permet de dire, en fait, il va prendre notre lambda et il va faire varier la quantité de mémoire qu'il va allouer à la lambda. Il va regarder le temps d'exécution, et ensuite il va nous sortir un petit graphique pour nous dire comment ça fonctionne. Alors comment ça marche? Je l'ai déjà fait tourner un petit peu avant, ça prend pas énormément de temps, ça prend 45 secondes. Globalement, il utilise ce qu'on appelle les step functions, donc c'est un workflow qui va faire tourner plusieurs lambdas, dans lesquels il va faire plusieurs itérations en fonction des données qu'on va lui donner, et puis il va mesurer tout ça. En input, on va lui donner en fait différentes valeurs qu'on veut tester, donc 1024, 2048, etc. Et puis en sortie, il va nous sortir un JSON, et puis il va surtout nous fournir ce petit bout de code. Non, moi je veux pas ça. Il va nous fournir ce petit bout de code. Il suffit de copier-coller. Hop. Et puis ça va nous dire, ben voilà ce que coûte ta lambda. Donc là, moi je suis à 1024. Vous voyez que le temps d'invocation, c'est aux alentours de 10 secondes. Hein. C'est beaucoup. Si je lui donne 2 fois plus de mémoire, je vais baisser drastiquement. Si je lui donne encore plus, ça va juste me coûter plus cher. Donc on va dire 2048. Donc on va aller modifier notre lambda, le déploiement de notre lambda, et on va modifier les paramètres de déploiement de cette lambda. Donc je vais aller dans infrastructure, CDK,
C'est infrastructure ici. Donc dans ma stack ici, c'est ici que je déploie ma lambda qui s'appelle Unicorn Store Spring. Donc je vais lui dire, tu lui mets 2048 de mémoire. Et puis je vais aussi activer la compilation tiered. On va voir ce que ça donne. Et puis on va faire un deploy Spring. Donc là, il va simplement changer les paramètres de la lambda. Et puis la redéployer. C'est quelque chose qu'on aurait presque pu faire directement dans la console. Parce que ces paramètres, en fait, on les trouve dans la configuration ici. Oui. Ça, c'est ma lambda d'avant. Ici, on est à 512 mégas. J'aurais très bien pu, par exemple, aller lui dire, je t'en mets 2048 ici. Notre fonction à nous, c'est celle qui s'appelle Unicorn Store Spring. Et donc, elle est en train d'être redéployée. Donc, globalement, on verra ce que ça va donner pour Spring une fois que ça aura déployé. Et vous voyez que, en fonction de fine-tuning et puis d'essais, etc., on peut quand même améliorer. Enfin, c'est la promesse que je vous fais, on va voir juste après. Mais normalement, on peut améliorer le temps d'exécution de la lambda, le temps de démarrage de la lambda. Au niveau du code, si vous regardez le code de la fonction, en fait, toute cette partie-là, qui est en orange, c'est la partie qu'on va faire à l'initialisation en fait, du code de ma lambda. Donc ici, dans le constructeur de mon Unicorn Stockbroker Handler, j'ai un transaction service qui va être injecté par le framework. Ce transaction service, il va falloir le créer, donc l'instancier, créer la connexion à la base de données, etc. C'est tout ça qui prend du temps. La partie en vert en dessous, c'est ce qui est exécuté juste quand j'ai mon handler. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de function handler de Spring. C'est ce qu'on utilise là pour le modèle. On va regarder si on a déjà déployé. Il va me falloir des paris là quand même. Alors, qui dit que ça va durer plus de 5 secondes? Ah, il y a des gens qui sont optimistes, c'est bien. Plus de 10 secondes? Plus de 15 secondes? Plus de 20? Ok, voilà, on va voir. Alors, roulement de tambour, ça dure plus de 5 secondes. Est-ce que ça dure plus de 10 secondes? Non. Ça a duré 8 secondes, 9 secondes. Donc, mine de rien, on est passé de quasiment 20 secondes d'exécution à 9 secondes. Est-ce que ça vous va? Non, toujours pas. 9 secondes, c'est un peu beaucoup. Bon. Il va falloir trouver autre chose. Donc ça, c'est simplement, mine de rien, c'est simplement en rajoutant de la mémoire et en ajoutant la compilation tiered. Donc juste avec ces deux paramètres, ça nous a permis en fait de vraiment améliorer déjà le temps de réponse. 9 secondes, mine de rien, si vous regardez ce qu'on a fait là juste avant, avec la lambda toute simple, c'est 9 secondes en call start. Là, si je le relance, quasiment immédiat. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc le call start dure 9 secondes. Moi, je connais des applications où les gens me disent « Oh, ça va ». Si c'est pas la page d'accueil d'un site web à fort trafic, ça va. Mais bon, on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin. Ouais. Ouais. Je l'ai mis où? Celui-là? Alors, il répondait pas en 9 secondes. Avant. Ouais, ça veut dire que Lambda Power Tuning, en fait, il va regarder l'exécution de la fonction
La période d'init, elle n'est pas prise exactement dedans. En gros, il ne faut pas prendre ces résultats comme ma lambda, elle va répondre en tant de temps. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'il y a le point d'inflexion, en fait. C'est savoir où est-ce que je mets, en fait, le curseur sur ma lambda. Les chiffres, moi, je ne me baserai pas dessus. Il faut faire du test de charge, et puis regarder ce que ça donne. La preuve. J'en étais où, du coup perdu. Je parlais de quoi? Donc le cold start, oui. Merci. Ça, c'est le tableau final avec artillerie qui passe, et puis on vous donne les P95, le P0. Donc P0, c'est le temps minimum que ça a pris. P95, c'est le temps que ça a pris pour 95% des gens. Donc sans aucune optime, on est à un P95 de 13 secondes, donc avec power tuning hein, quand même. Tir de compilation, on gagne 40% quand même en temps de démarrage. Si vous jouez sur les dépendances, ce qu'on n'a pas fait là, mais qui peut être fait, vous gagnez encore 25%. En utilisant le function handler de Spring, on gagne 10%. Avec des frameworks style Micronaut, Quarkus, vous gagnez encore 45%. Ce qui est intéressant, c'est que sans utiliser de framework, en faisant du pur Java, vous savez, du JDBC, et puis on est super rapide en fait. Si vous utilisez Graal, donc là globalement, vous compilez nativement votre méthode, c'est là où on est forcément le plus rapide, et vous gagnez jusqu'à 65% par rapport à ce qu'on a pu faire de mieux. Donc là, on est sur des temps de réponse hyper intéressants. Alors vous allez me dire, on fait tout en Graal, on fait tout en natif. La problématique de Graal VM, alors est-ce qu'il y en a qui ont essayé de faire du Graal VM ici? Ouais, un peu. En prod? Ok. En test ou sur des projets qui sont en cours? Ou juste pour s'amuser en fait? Ouais. Alors, moi aussi j'ai fait du Graal VM juste pour m'amuser. Tous les exemples, ça passe bien. En fait, ce qui est compliqué avec Graal VM, c'est qu'il y a des choses qui passent pas. Tout ce qui va être sur de l'introspection Java, ça va être problématique. Et donc, il va falloir trouver des solutions à ça. Donc, les contraintes de vouloir faire du Java en natif, en gros, pour l'instant, c'est pas encore en prod, si on regarde le sondage tout à fait objectif qu'on vient de faire dans cette salle. Donc, Graal VM, ça pourrait être une solution, mais c'est un peu lourd en termes de contraintes. Et c'est là qu'AWS arrive à reInvent en novembre 2022 et annonce AWS Lambda SnapStart. Donc c'est quoi AWS Lambda SnapStart? Si on reprend un petit peu la manière dont démarre notre Lambda, j'ai une durée d'initialisation et en fait au déploiement de ma Lambda, ce que je vais faire, je vais démarrer la Lambda, je vais l'initialiser une première fois. Donc je crée mon environnement, je télécharge le code, je démarre le runtime, j'initialise ma fonction, et je fais une petite tâche juste après, je crée un instantané, un snapshot, comme dans SnapStart. Mais bon, on est en France, donc on dit instantané. Et donc cet instantané, l'idée c'est que c'est l'image de ma JVM, une fois que je l'ai initialisée. Quand ma première requête arrive, ce que je fais, c'est que je vais restaurer l'instantané. Et ça, nous, on a essayé de le faire pour que ce soit super rapide. Et puis ensuite, on exécute notre lambda. C'est-à-dire que la promesse que je vous fais là avec lambda SnapStart, c'est que la restauration de l'instantané est suffisamment rapide pour que ça devienne acceptable. Ça vous plaît? Bon, alors il va falloir regarder. Alors il y a quand même des considérations quand on fait ce genre de choses-là. C'est les mêmes considérations que quand on fait de la VM et quand on fait des snapshots, quand on fait des trucs. Il y a des trucs qui sont en état transient. Typiquement les connexions réseau. Si je fais une connexion réseau et puis que je fais un snapshot, quand je restaure le snapshot, ma connexion réseau, en fait, faut la réinitialiser, sinon ça ne marche pas. Les secrets temporaires aussi, les tokens, etc., ils ne marchent plus vu qu'ils étaient temporaires. Puis l'idée, c'est de ne pas les réutiliser. Les identifiants uniques qu'on génère avec un random UUID,
Et puis une fois qu'on restaure, en fait, toutes mes VM, tous mes conteneurs, en fait, ils ont le même UID. Oui, je l'ai décidé à l'initialisation. Et puis tout ce qui est générateur de nombres aléatoires, vous imaginez que si vous décidez du seed à l'initialisation de votre fonction, il va plus être très très aléatoire en fait. Donc, pour pallier à ces problèmes, en fait, on a utilisé un plugin Maven bien connu, qui est le plugin Spotbugs, dans lequel on a rajouté des règles. Ça s'appelle AWS Lambda Snapstart Java Rules. Et globalement, quand on va exécuter ce plugin, il va nous dire attention, à cet endroit-là, il y a un truc que tu ne devrais pas faire. Donc, quand il dit qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. L'autre chose qu'il faut, pour pallier à ces différents problèmes, en fait, on va utiliser aussi une nouvelle API Java. En fait, c'est un projet open source Java qui s'appelle CRAC, Coordinated Restore at Checkpoint. Ce qu'il va faire ce projet, c'est que juste après l'initialisation de ma fonction, je vais avoir un hook juste avant de faire le snapshot. Par exemple, pour clôturer mes connexions à la base de données, pour effacer des choses dont je ne voudrais pas, etc. Et puis, à la première requête, juste après la restauration de l'instantané, vous allez avoir un hook post-instantané. Okay. Donc ça, c'est des choses que permet la JVM. Alors, on va passer à la démo. Alors, comme on aime bien les licornes, on va faire du broker de licorne. Alors, mon broker de licorne, il est où? Il est là. Donc pareil, je l'ai déjà déployé pour que ça prenne un petit peu moins de temps. On va aller ici, dans mon broker. Et puis, désolé, je prends encore mes notes. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère en fait le endpoint de l'API de mon broker et j'appelle mon broker. Donc mon broker, en fait, il s'appelle C1D86, etc. Ça, c'est son ID et il vient de créer une transaction. Si je demande un samlogs, je vais avoir les logs, donc c'est les logs CloudWatch. Et là, vous voyez que effectivement, mon broker, ça a duré 658 millisecondes, ça c'est le temps que je vais être facturé. Par contre, ça a mis 4 secondes 3 pour démarrer. On n'est pas au niveau de Spring de tout à l'heure, mais on est déjà pas mal en fait. Donc 4 secondes 2, vous m'avez dit, c'est quand même un peu beaucoup, Damien, il faut essayer de s'améliorer, etc. Donc, pour Lambda Snapstart, on va essayer de modifier un petit peu le déploiement de notre broker. Donc, ça se passe dans un fichier template.yaml. On va réutiliser SAM. On va activer Snapstart dans ma Lambda. Donc, c'est 3 lignes dans mon fichier de déploiement. D'une part, on va activer Snapstart et puis on va activer une fonctionnalité qui permet de versionner les lambdas. C'est un requirement en fait de Snapstart. Globalement, ça veut juste dire que vos lambdas elles vont avoir des versions et puis qu'on va activer Snapstart sur les versions. Et puis, on va simplement faire un SAM deploy. Donc là, la même chose que tout à l'heure, il va démarrer, il va déployer mes change sets. Donc là, vous voyez, il me dit ce qu'il va faire, ce qu'il va modifier, ce qu'il va supprimer, etc. Ça va prendre un petit peu de temps, forcément. Ça prend un petit peu de temps pour deux raisons. D'une part, le déploiement, mais aussi la phase d'init, la phase de snapshot, etc. etc. Donc, voilà un peu le truc. Alors, je voulais vous faire une autre démo aujourd'hui pour vous montrer les petites choses un petit peu bizarres qui peuvent arriver quand on fait des snapshots. Démo que j'avais déjà fait il y a quelques temps. Et puis, j'ai voulu la refaire et puis ça ne marchait plus. Donc, le bug ne fonctionnait plus. Donc, il n'y a pas à le fixer. Mais je vais vous montrer un petit peu l'idée. Ici, j'ai mon application de stock de licorne et j'ai un transaction service ici. Et vous voyez ici, j'ai un broker ID
qui est instancié quand je construis mon objet transaction service. Ça veut dire que mon broker ID, il est généré au moment de l'initialisation de ma lambda, et donc mon broker ID, il va être dans le snapshot. C'est-à-dire que si je déploie 200 lambda, eh ben, elles ont toutes le même broker ID. Ça, on peut le vérifier en lançant plusieurs fois en fait la lambda, et elles ont toutes le même broker ID. Sauf que ça a été fixé, et donc maintenant, il y a des choses en fait dans notre JVM qui permettent de gérer ces petits soucis-là. Et donc, quand il voit du random ID, il vient directement... en fait, il vient pas snapshotter cette partie-là. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai vu ça juste hier. Je me suis dit, bah zut. Donc l'idée, quand on a ces cas-là, c'est de se dire, je vais utiliser l'API crack et en gros implémenter un hook pour dire qu'est-ce que je fais au moment où je restaure en fait ma lambda. Et ben, simplement, je vais régénérer cet ID pour qu'il soit unique. Voilà. Ça, c'est les petits bugs qu'on peut avoir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai lancé le spot bug et il m'a dit bah non, en fait, il n'y a pas de bug. Donc voilà. Ça a l'air de s'agiter ici, donc normalement. Bah, en fait, quand tu démarres en fait ta lambda, on fait le snapshot qui correspond à une version de ta lambda. Donc elles sont nommées en fait. Et donc tant que tu supprimes pas la version de ta lambda, le snapshot il est toujours là. On va pas s'amuser à le recalculer tout le temps. Il est calculé une fois pour toutes, et puis c'est bon. Donc là, normalement, si je fais un curl, ça, ouais, ça c'est pour acheter 2 licornes. Donc je viens d'acheter 2 licornes, vous avez vu, c'était un peu plus rapide quand même. Et donc si je vais regarder mes logs, en fait, plutôt que d'avoir un init duration, en fait, vous avez un restore duration ici. Et donc le restore duration, c'est plus 4 secondes, hein, c'est 286 millisecondes. Donc ça commence à être bien plus acceptable pour le coup. On peut s'amuser à faire ça aussi. Et donc là, vous voyez, en fait, normalement, si le bug était toujours présent, en fait, j'aurais toujours le même broker ID. Et là, globalement, ça a réussi à changer. Donc là, vous avez vu, il y a quand même des lambdas qui ont démarré rapidement. C'est beaucoup plus, ça va beaucoup mieux. Si je fais un SAM logs, en fait, je vais encore avoir. Donc on voit que j'ai ma lambda ici qui répond en 300 millisecondes. Et ici, j'ai les lambdas qui démarrent avec le restore duration qui prend 2 à 300 millisecondes. Donc là, on va avoir des temps de réponse qui vont être vraiment plus intéressants. C'est toujours avec une application Spring Boot. Hein. On a changé le type d'application parce que la démo, elle change un petit peu, mais c'est toujours une application Spring Boot, le Spring Boot que tout le monde connaît. Alors pour vous donner un petit peu les résultats de tout ça, donc ça c'était l'architecture de mon application. Un petit détail ici, je n'ai pas utilisé une base de données RDS PostgreSQL, j'ai utilisé une base de données DynamoDB. Donc c'est une base de données serverless, donc là j'ai une architecture complètement serverless. Je ne gère même plus le réseau. Je n'ai plus de subnet, je n'ai plus de firewall, de règles de routage, etc. Donc j'ai une architecture entièrement serverless qui me permet de faire un CRUD relativement classique. Alors voilà le même tableau avec call start. Et là on voit qu'on a quand même des résultats qui sont super intéressants. C'est-à-dire que sans aucune optimisation, votre P95 il est à 1 seconde 8 pour le call start. 1 seconde 8, moi je connais des sites web qui ne répondent pas en 1 seconde 8. Hein. Donc ça commence à être acceptable. Donc ça veut dire qu'avec AWS Lambda Snap Start, on peut commencer à faire des applications Java dans les lambdas. J'ai pas fait un sondage. 1 seconde 8, ça va pour tout le monde ou pas? Ouais, c'est un peu
Ok, c'est cool. Et si vous y mettez un petit peu d'entrain, vous pouvez arriver à des choses très très proches en fait de GraalVM. Et donc nous voilà arrivés en fait à la fin de cet exercice qui était de savoir si Java il aimait bien Lambda. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de toutes les présentations? Oui, on peut faire tourner des applications Java dans des lambdas. Je vous l'ai montré, ça fonctionne. On peut presque dire que c'est performant. On n'a plus trop de problèmes de call start. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que toutes nos applications Java, on les fasse dans les lambdas, ou alors que quand j'ai une lambda à faire, je choisisse Java comme langage de programmation? Ça, c'est une autre question. Donc ici, on est au ch'ti jug, donc tout le monde va dire, bah oui, bien sûr, on va faire du Java. Et c'est une bonne réponse, parce que en fait, une des raisons pour laquelle vous pourriez vouloir faire des lambdas en Java, c'est que vous connaissez Java, c'est que vos équipes connaissent du Java. Je vous ai dit au tout début que quand j'étais chez Nuxeo, c'est mon CTO qui m'a dit, bah ouais, mais nous on fait du Java à Nuxeo, donc tes lambdas, il faut les faire en Java. Donc c'était une contrainte. Donc si vos équipes savent faire du Java, sont à l'aise avec Java, et détestent Python et JavaScript, bah, dites-leur de faire des lambdas en Java, il n'y a pas de souci. La deuxième raison qui pourrait vous faire choisir Java, c'est la performance du langage. Si vous avez à traiter une grosse quantité de données, vous avez fait du streaming, des choses comme ça, Java, c'est bien plus performant que JavaScript ou Python. Troisième raison de faire du Java dans des lambdas, bah, c'est si le cold start, en fait, ça ne vous embête pas. C'est si ça ne vous embête pas que de temps en temps, il y a un utilisateur qui ait 1 ou 2 secondes pour attendre son call d'API. Il y a des environnements dans lesquels c'est vraiment problématique, donc on va dire non, mais globalement on ne va pas choisir lambda. Mais si ça va, alors c'est bon. Où est-ce qu'il ne faut pas utiliser Java dans les lambdas? Typiquement dans ce qu'on appelle les lambdas qui sont de la glue dans votre environnement. Chez AWS, on va utiliser beaucoup lambda pour réagir à des événements. Je vous ai dit, j'envoie un élément, un objet dans un bucket S3, je veux réagir et puis, je sais pas, déclencher, rajouter juste une ligne dans DynamoDB, etc., etc. Ça, peut-être qu'on va peut-être pas utiliser du lambda, c'est de la glue, et c'est peut-être plus facile de le faire avec un langage type Python, JavaScript, Go, Rust, si vous avez envie. Donc voilà l'idée. Donc, il n'y a pas de règle définie. Il faut juste que Java s'adapte bien au cas d'usage. L'idée, c'est d'essayer sur des petits use cases. Là où ça peut, là où nous on l'utilisait à Nuxeo, donc quand j'étais client AWS, c'était pour gérer l'API qui gérait le control plane de notre solution cloud. Donc globalement, c'est l'administrateur qui va lancer un déploiement, des choses comme ça. Donc cette API, si elle répond en quelques secondes, c'est pas très grave. Surtout que généralement, l'utilisateur, il va dans l'interface, elle met 1 ou 2 secondes à charger, et puis après, la lambda, elle est là, donc quand il clique, ça répond vite. Donc il y a une petite frustration au départ, et puis après, ça va vite. Donc sur toutes ces applications où globalement, vous savez qu'il n'y a pas un énorme trafic, mais que vous savez que ça va vous demander de, si vous ne faites pas avec du serverless ou du lambda, ça va vous demander de créer un conteneur, donc d'avoir, je sais pas, une infra Kubernetes, un ECS, ou alors pire, vous devez prendre un serveur, et puis démarrer ce serveur, le gérer, etc. Bah, toutes ces petites applications, j'allais dire utilitaires, c'est un super cas d'usage pour un AWS lambda. Et pour vous donner un ordre d'idée, chez Nuxeo, le control plane cloud, tout inclus, l'API gateway, la lambda, la DynamoDB, etc., tout inclus, ça coûte 3 $ par mois. Donc la promesse de dire le cloud c'est moins cher, quand on l'utilise correctement, quand on l'utilise pour ce pourquoi il est fait, et ben effectivement ça coûte moins cher. Donc les points clés à retenir aujourd'hui, c'est que faire des lambdas en Java, c'est possible. Est-ce qu'il faut le faire tout le temps? Ben, ça dépend.
parce que ça demande un travail d'adaptation. Même quand on fait Snapstart, on a vu qu'on peut incorporer des bugs. Mais Lambda Snapstart, ça baisse sacrément la barrière d'adoption de Java dans les lambdas. Je vous ai mis quelques ressources ici. La première, c'est un workshop public qui correspond au QR code, dans lequel vous allez retrouver tous les exemples que je vous ai fait ce soir. Donc c'est des méthodes, c'est des workshops avec des items pas à pas, sur lesquels vous pouvez essayer et de refaire, essayer de creuser un petit peu sur comment ça marche. On en a un sur comment justement migrer une application Spring dans les lambdas. Il y en a un sur comment justement optimiser une application. Et il y en a un autre qui est vraiment dédié à Snapstart. Vous avez le lien pour les Power Tools. Alors j'ai pas fait un gros focus sur les Power Tools, mais ça aide. C'est un petit bout de framework qui aide pas mal à utiliser les lambdas quand on en fait en Java. Ça n'existe pas seulement en Java, vous les avez aussi en Python, en TypeScript, en JavaScript et en .NET, il me semble. Et il y a le lien vers Lambda Power Tuning pour fine-tune vos lambdas. Ça coûte rien de le faire et ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai qu'une chose à dire ce soir, allez essayer, créez-vous un compte sur Amazon, essayez de faire des lambdas, faites le workshop. Je vous ai mis un lien sur skillbuilders.aws sur lequel vous avez plein de formations pour développer en fait toutes vos compétences. Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes bien sûr. Vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie de créer mon compte AWS parce qu'il faut mettre une carte bleue, si ça me prend des sous, etc. Pour ceux qui veulent vraiment essayer, vous venez me voir après, j'ai des vouchers, donc des crédits. J'en ai 20, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis partagez, il n'y en aura pas pour... Enfin, c'est vraiment si vous voulez l'utiliser. C'est des vouchers de 25 $, ça sert à rien d'en prendre deux parce qu'ils ne marchent qu'une fois sur un compte. Enfin, vous ne pouvez pas utiliser plusieurs crédits de ce type de crédit sur un compte. Donc prenez-en qu'un et soyez un petit peu frugal sur l'usage. Globalement, vous le mettez dans la console, ça vous met 25 € de crédit dans la console pour jouer. 25 €, ça fait beaucoup d'exécutions de lambda. Vous pouvez même imaginer des bases de données, des serveurs, etc. Donc il n'y a pas de souci. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui auraient envie de passer une certification cloud, donc par exemple les certifications cloud practitioner, donc c'est celle d'entrée de base, on a la Solution Architect Associate et la Solution Architect Pro. Vous venez me voir après, on a des réductions de 50%, mais ça veut dire qu'il faut que la certification, vous la passiez, vous la commandiez avant fin avril. On a un stock de certifications à écluser. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que c'était instructif. Et puis, je suis ouvert à toute question. Il n'y a pas de souci. J'ai encore quoi après? J'allais oublier. Le 4 avril, c'est bien, j'ai fait la slide. Ah bah oui, le 4, j'allais me faire gronder. Le 4 avril, on a le AWS Summit à Paris. C'est un événement gratuit, donc vous pouvez vous inscrire. Pareil, il y a le QR code. C'est un gros événement. On attend 8 à 9 000 personnes au Palais des Congrès à Paris. Un gros Devox, mais juste avec AWS. Il y a plein de gens qui y vont. Vous pouvez croiser des gens d'AWS, bien sûr, mais aussi nos partenaires. Vous pouvez voir ce que d'autres utilisateurs de la plateforme font. Il y a plus de 90 sessions. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Encore plus parce que c'est gratuit, du coup, ça vaut le coup, forcément. Donc n'hésitez pas, mardi 4 avril, au Palais des Congrès à Paris. On a des goodies. On a ramené des t-shirts et des casquettes. Vous avez de la chance, on les a reçus aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que je pose des questions. Alors le truc, c'est qu'on a plus de goodies que de questions. Donc on va dire... C'est Odile qui s'en charge de la distribution des goodies. Bah oui, carrément.
Donc, alors que je me rappelle des questions que je voulais poser. Quel est le temps maximum d'exécution d'une lambda? Monsieur là a gagné quelque chose. C'est Odile qui choisit. Un t-shirt, une casquette, des chaussettes. Casquette. Il y a aussi des licences JetBrains à gagner. J'ai pas oublié Thomas. Un jour tu en auras plus. Promis. Quel est le nom de l'API qui permet de mettre des hooks juste avant un instantané crack? Je l'ai entendu, c'était où? C'était juste là. Monsieur, quel talent! Les chaussettes. Chaussettes orange. Chez AWS, hein, c'est orange. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? En quelle année a été créé Amazon S3? 2000. Non, c'est 2006. Ouais, le 14 mars. Alors, pour la personne là, puis la personne là, parce qu'il se rappelait du 14 mars. On peut le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Jusque quand est supporté Amazon Corretto 8? Ouais, il y en a eu plein là. Alors là, il va falloir qu'on... Ouah, presque. Qui a dit 2026 sinon encore? Ouais, mais là, ça va être dur. Hein. Voilà, faut passer. Si je fais des ravages, on va dire. Bon. Ah ouais, après on a des tailles différentes, donc après on va se battre pour les t-shirts. On va passer aux questions après ce petit morceau de fun. Merci pour ici. Ouais. Merci pour la présentation. J'ai deux questions. La première, c'est quand on a beaucoup de lambda, au bout d'un moment, ça doit vite devenir le bordel. Est-ce qu'il y a des outils pour permettre d'administrer tout ça? Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une présentation un autre jour? Bon, ça, c'était la petite question à part. Ouais. Et la deuxième... J'ai déjà oublié. Je vais commencer par la première. Alors, le problème, c'est un problème de gouvernance, globalement. Donc, effectivement, quand on commence à avoir beaucoup de lambda, alors moi, j'ai pas regardé dans ma console, et on a déjà 5 ou 6 facile. C'est un problème de gouvernance. Alors, nous, on n'a pas d'outils en tant que tel pour vraiment faire des folders, ne serait-ce que des folders, dans la console lambda. En revanche, ce qu'on a, c'est que quand on commence à avoir dans AWS des besoins qui commencent à grossir, avec plusieurs équipes, avec plusieurs décideurs, plusieurs métiers, etc., ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va faire plusieurs comptes et qu'on va utiliser ce qu'on appelle une stratégie multi-compte, dans laquelle on va, par exemple, dire bah, ça, c'est le compte de dev de l'équipe de tel projet. Et pour le coup, on a des outils sur la console qui permettent de gérer en fait, ces stratégies multi-comptes et qui permettent de gérer la gouvernance de ces comptes-là. L'outil s'appelle AWS Control Tower. Ça pourrait faire l'objet d'une présentation, je ne sais pas où je jug parce que là c'est. Mais en revanche, c'est un outil qu'on peut venir présenter quand il y a effectivement un besoin de gouvernance. On va plus regarder côté multi-compte. Ok. Et donc la vraie question, c'est au sujet de Snapstart. Ouais. Est-ce que ce n'est disponible pour l'instant, en tous les cas, que via les lambda, ou est-ce qu'on peut aussi imaginer en profiter sur le case? Alors, ça s'appelle AWS Lambda Snapstart. Donc, ça n'est disponible que sur Lambda. En revanche, tout le tuning qu'on a fait avant Lambda Snapstart, ça c'est quelque chose que tu peux faire dans tes containers. C'est-à-dire que le tier de compilation, tout ce qui est tuning, etc., c'est quelque chose que tu peux faire.
Ça, il n'y a pas de souci. Snapstart, il faut imaginer que c'est complexe ce qu'il y a derrière. Parce que faut choper l'instantané, faut pas tout choper dans la JVM, faut savoir le restaurer rapidement. Donc il y a quand même des choses qui sont très complexes derrière. C'est pour ça que c'est pas directement dans EKS. Mais dans EKS, tu as un petit peu moins le problème parce que ton conteneur, en fait, il est multithreadé, donc tu peux lui balancer en fait autant de requêtes que tu veux. On est vraiment sur un problème de lambda avec le cold start. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question au niveau de Cold Start, j'en ai deux même. Le Snap Start, si on a un agent malicieux qui est installé et que le, que le comportement dévie, est-ce qu'il y a un moyen de le détecter directement? Ça, c'est la première chose. Alors l'agent malicieux, tu parles de quoi en fait? Un classique, un crypto miner par exemple. Si, donc là, on parle sécurité. On parle sécurité. Est-ce qu'il y a un moyen de détecter ça directement lors de la création du snapshot grâce à Snapchart ou alors tu voudrais dire qu'en fait, il y a un agent malicieux qui s'est inséré dans ton code? Ouais. Ouais, c'est déjà la merde. Voilà. Donc dans ton code, on parle bien de code que j'exécute. J'ai pas de binaire, etc. Non, mais on parle bien de. Donc j'ai du code Java dans lequel il y a quelqu'un qui a réussi à mettre un petit bout de truc qui va. Comme ce qui s'est passé en Python il y a quelques temps, une librairie qui a été, on va dire, corrompue, une image Docker qui s'est fait corrompre. On a un service qui s'appelle AWS Code Guru qui permet de scanner le code des lambdas. Donc qui permet de faire de la sécurité à ce niveau-là et de. Alors, c'est de l'analyse classique de sécurité sur Lambda, mais directement dans la Lambda. C'est-à-dire que ça ne va pas jouer, par exemple, dans le code repository, ça vient directement scanner la Lambda qui tourne. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc voilà, quand je dis qu'on a des outils aussi qui permettent d'améliorer votre posture de sécurité, AWS Code Guru, ça a aussi été annoncé à re:Invent cette année, qui pouvait scanner maintenant les Lambda en live. Ok. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est disponible le Snapstart sur d'autres langages que Java? Ou est-ce que c'est spécifiquement lié à Java ou est-ce que Alors pour l'instant, ça a été annoncé que pour Java, okay. En disant que Python et JavaScript n'étaient pour l'instant pas supportés. Donc ça, c'est le message. J'ai pas d'informations supplémentaires. Le problème du cold start, on l'a quand même moins avec Python et JavaScript, on va pas se mentir. Parce que la JVM, elle met quand même un petit peu de temps à démarrer tout ça. Donc c'est un problème qui est moins flagrant sur la plateforme Java que sur ces langages-là. Donc je ne sais pas te répondre. Ok, ça marche. Merci. Petite question, deux questions. Est-ce que c'est une application Spring que tu convertis pour implémenter en Lambda? Ou tu pars directement dans le but de mettre ton application en lambda avec Spring? Parce que tu as ajouté un plugin en soi dans ton application, mais... Alors, l'exemple qu'on a fait, le deuxième exemple qu'on a fait, on a pris une application Spring existante, et puis on a simplement mis un espèce de conteneur autour du conteneur J2E, en fait, qui permet de transformer les appels qui viennent de l'API Gateway vers ton conteneur J2E. D'accord. Donc il y a une espèce de traduction à cet endroit-là. Donc là, c'est par exemple, j'ai une application Spring qui me prend un serveur, mais je sais qu'elle n'est pas beaucoup utilisée, et puis ça me casse les pieds de la maintenir. Je prends le truc, je prends Java Serverless Container et je la déploie dans Lambda. Ça fonctionne, etc. Donc ça peut être une stratégie. Après, typiquement, si tu as une application que tu démarres de zéro et que tu te dis comment je fais, Spring a déjà des choses en fait. Le function handler, il est fait pour travailler dans un écosystème AWS Lambda. Donc tu peux déjà commencer là-dessus plutôt que de te dire je fais une application Spring classique avec Tomcat, etc. que j'adapte après. Tout dépend en fait de ton use case. Après, tu peux aussi te dire je démarre. Donc dans les workshops, il y a cette implémentation aussi de dire je prends aucun framework. Et donc je fais du Java avec du JDBC. Et en fait, tu te rends compte que chaque lambda, la lambda qui fait un get, elle a une méthode, etc. Donc tu n'as pas forcément besoin de framework. Il faut aussi se rappeler le pourquoi des frameworks.
Ces frameworks, ils sont là parce que les conteneurs de servlet Java, il a fallu les outiller. Donc, on a rajouté toute cette couche d'outils pour pouvoir gérer ces choses-là. Donc, ça grossit. Voilà. Et du coup, deuxième question, vu que tu utilises du coup des plugins et tout, s'il y a une amélioration, une update côté lambda, on doit aussi update le plugin avec? Alors, Ou notre application reste compatible, quoi qu'il arrive, avec lambda alors, le runtime lambda, c'est un runtime. En fait, ça démarre une API sur laquelle on envoie un événement, et en fait, ça appelle ta méthode. Donc, ta méthode, tant qu'elle compile encore, il n'y a pas de souci. Il y a une autre possibilité avec lambda, c'est de faire des lambda avec des containers. Et donc, ton container va implémenter l'API lambda. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire un runtime en bash si tu veux, si tu as vraiment envie. C'est faisable. Donc globalement, il n'y a pas beaucoup de limites. Après, nous, on a des runtime qui sont qu'on met en face de par exemple Java 8, Java 11, etc., .NET, TypeScript, etc. Et globalement, ton code, s'il compile, on l'exécute. D'autres questions? Non. Dans ce cas, on va pouvoir clôturer. Merci beaucoup, Damien. De rien. Merci beaucoup, AWS. Merci, Euratech.